N'oubliez pas que tout ce qu'on va voir, ce n'est pas des conseils d'investissement, c'est vraiment à titre pédagogique et éducatif, que vous êtes responsable de vos gains comme de vos pertes. Trader avec l'argent, vous êtes prêt à investir. Que YDI ne garantit aucun niveau de revenu ou de succès ou de réussite. Vos revenus dépendent entièrement de votre travail, de votre capacité de production. Deuxième disclaimer, il y a certaines choses qui sont soumises à une propriété intellectuelle sur ce live. Ça peut être, par exemple, si je partage un site, ça peut être leur site, donc attention à pas forcément recopier ou je sais pas quoi. Euh, ou si je montre mon site, ben, il y a pas mal de choses qui sont soumises à propriété intellectuelle. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle leçon concernant du coup les banques centrales. Mon nom est Armand, bienvenue. On a vu sur les précédentes leçons l'importance des indicateurs économiques. Pour faire un petit rappel, on a vu que les indicateurs économiques étaient comme des organes. Je suis parti du principe que l'économie en général, c'est comme si c'était un corps humain et que les indicateurs économiques, c'est comme si c'était nos organes, enfin le squelette et tout le tralala. Et que derrière, bon, donc on a vu chaque organe, donc chaque indicateur économique, ce que ça veut dire. On a vu chaque indicateur économique, quel type de maladie il y a sur le marché. Donc un marché inflationniste, un marché en déflation, un marché en stagflation, une économie en récession. On a parlé d'une économie en surchauffe, on a parlé d'une économie en reprise, etc. Donc on a vu les différents types de maladies, manque de croissance. On a dit que c'était un gros problème, que c'était le plus gros cancer du marché, que c'était la maladie la plus grave que l'économie pouvait avoir. Quand je parle de marché, pensez à économie, parce que je vais beaucoup dire marché, mais en vrai, je parle d'économie aussi en général. Donc, on a vu tout ça. Aujourd'hui, maintenant, donc, on a vu les organes, on a vu les maladies, comme vous et moi. Si on a une maladie demain, on veut être guéri de cette maladie. Pour être guéri de cette maladie, il y a un intervenant qui est important dans notre vie à nous de tous les jours, c'est un médecin, le docteur. Et sur les marchés financiers et dans l'économie en général, lorsque l'économie a une maladie, que ce soit récession, que ce soit surchauffe, que ce soit inflation, que ce soit stagflation, ou même là, je vous en parlais à la fin, liquidité, crise de liquide, manque de liquidité, problème de solvabilité. Tous ces trucs, c'est des maladies que vous allez vous rendre compte qu'on aura sur l'économie. Et la plupart des grosses maladies, qu'il y a des petites maladies où c'est l'État qui gère, mais là, on parle vraiment de grosses maladies économiques qui touchent vraiment, par exemple, tous les États-Unis, qui touchent, par exemple, toute la zone euro, pas que la France, hein, mais toute la zone euro. Il y a un médecin euh, qu'on peut enfin, on peut consulter un médecin. Et le médecin, celui qui est chargé de s'occuper à résoudre tous les problèmes dans le monde économique et financier, c'est les banques centrales. Donc là, devant vous, vous avez Jérôme Powell. Donc la Banque centrale a pour rôle de maintenir la stabilité financière. C'est quoi la stabilité financière? Premièrement, c'est contrôler l'inflation. OK? La Banque centrale a été créée vraiment pour son premier objectif, c'est d'avoir une inflation à 2%. Pour la plupart des banques centrales. J'avais demandé de faire ce devoir-là, d'aller sur les sites de certaines banques centrales, enfin de toutes les banques centrales que vous connaissez, et d'aller juste lire leurs objectifs. Si vous ne l'avez pas fait ce devoir, je vous invite à le faire, s'il vous plaît. C'est important pour vous-même, pour votre culture. Et si vous êtes investisseur trader, c'est important pour vous de savoir c'est quoi leur objectif. Donc, la stabilité financière, il y a beaucoup de choses, mais je soulève beaucoup plus la stabilité des prix. D'accord? Parce que aujourd'hui, si on a des prix qui sont corrects, si on a des prix qui sont corrects, c'est là que l'économie est assez stable. Son premier rôle, c'est la stabilité financière et économique d'un pays ou d'une zone géographique, parce que la zone euro, c'est pas un pays, c'est une zone. Donc, elle agit comme le médecin de l'économie en surveillant les indicateurs économiques et en prenant des mesures pour atténuer les risques et les fluctuations. Donc, le médecin va te regarder, va te consulter, voir si tu es malade. Et si tu es malade, donc, comment elle va savoir que tu es malade? C'est grâce aux indicateurs économiques que la banque centrale va savoir que tu es malade. Sans indicateurs économiques, elle peut pas savoir, sans compréhension d'indicateurs économiques, toi, tu ne peux pas savoir ce que la banque centrale, comment elle agit. Si tu n'as pas compris les indicateurs économiques, si tu n'as pas compris PIB, c'est quoi? Si le PIB est fort ou faible, tu ne pourras pas comprendre quels outils ou qu'est-ce que la banque centrale va faire, qu'est-ce que le médecin va faire, tu ne pourras pas comprendre ça. Et tu comprendras rien, en fait. Donc, le fait de comprendre les indicateurs économiques, le fait de savoir les types de maladies, comme on a vu hier,
ça te permet d'assez facilement comprendre quels sont les agissements que la Banque centrale peut faire pour atténuer la maladie, donc pour atténuer le risque ici et les fluctuations. Donc, une banque centrale a plusieurs missions, notamment la régulation de la monnaie. Normal, hein, on parle d'argent aujourd'hui. Vous parlez tous d'argent, vous voulez tous devenir milliardaires. Il est important pour nous de savoir qui régule la monnaie, qui crée cette monnaie. Surtout pour nous, traders Forex, vous êtes obligés de savoir qui crée cette monnaie. Entre parenthèses, c'est eux la smart money. Donc, la Banque centrale a plusieurs missions, notamment la régulation de la monnaie et de la politique monétaire, la supervision du système bancaire et financier et la gestion des réserves d'échange. Donc, c'est ça les missions, les rôles de la plupart de toutes les banques centrales en général. Après, sur chaque détail, on peut revenir sur chaque régulation de la monnaie, on peut revenir dessus. C'est quoi réguler la monnaie? C'est lorsqu'on a trop de monnaies qui sont émises dans le marché, c'est peut-être pas bon. Euh, je ne sais pas si vous connaissez tous le dinar, je ne sais pas si vous connaissez tous le franc CFA, mais par exemple, pour avoir, je dis n'importe quoi peut-être, hein, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre, si j'ai 100 euros qui vaut à 500 000 francs CFA, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il me faut 500 000 francs CFA, donc je ne sais pas combien de billets, juste pour avoir l'équivalence à 100 euros. Donc la monnaie, il y a trop de, cette monnaie-là, elle est trop en circulation. C'est trop, c'est beaucoup trop. Si je parle par exemple du franc congolais, moi qui est congolais, euh, 10 000 francs congolais, je crois que c'est 15 balles. Donc si tu as 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs, c'est beaucoup, hein. Tu fais 10 000 et tu donnes ça à une personne, elle te donne juste 100 euros. C'est nul, hein. 10 euros, pardon. C'est nul, hein. Donc ça veut dire que la monnaie, elle est trop en circulation. Et bah, du coup, la Banque centrale du Congo ou, ou la Banque centrale de la France, enfin de la zone euro, sa mission à elle est de réguler la monnaie. D'accord? Donc, qu'il n'y ait pas beaucoup de monnaie en circulation, qu'il n'y ait pas trop peu non plus. Aujourd'hui, s'il y a très peu d'euros en circulation, mais ça devient n'importe quoi. Si on a juste, par exemple, si on a peu d'euros en circulation, ça devient n'importe quoi. Pourquoi? Parce que bah, ça va devenir comme si c'était Bitcoin. Ça va devenir un actif qui est rare. Donc, l'idée, c'est d'en avoir suffisamment. Pas trop, pas assez. C'est pour ça que leur rôle, on remonte tout en haut, c'est de maintenir la stabilité financière. Qu'est-ce qui permet que l'économie soit stable? On régule la monnaie. On fait ce qu'on appelle des politiques monétaires. On va en parler juste en dessous. On supervise le système bancaire. Rappelez-vous que tu as la Banque populaire, tu as BNP Paribas, tu as Société Générale, tu as toutes ces banques-là. Mais au-dessus de ça, tu as la Banque des banques, qui est la banque centrale. OK? Donc, BNP Paribas, etc., les banques commerciales. Au-dessus de ça, tu as la banque centrale. Donc, c'est elle vraiment qui dirige le système bancaire et financier. La gestion des réserves d'échange, chaque banque centrale a euh, de la monnaie d'autres banques dans leurs réserves. La Banque centrale européenne a des dollars dans ses réserves, de manière illimitée d'ailleurs. Elle a des dollars canadiens de manière illimitée aussi. Ça, vous devez le comprendre et le savoir. Donc, voilà les différents types de banques centrales qui nous intéressent, nous. On a la réserve fédérale, c'est la plus importante. C'est pour ça que j'ai écrit la Fed, le médecin principal du monde économique. Je ne sais plus ce que j'ai écrit, mais numéro un, elle n'a pas toutes les monnaies de manière illimitée. Elle a la BCE, elle a des dollars de manière illimitée, euh, des dollars canadiens de manière illimitée, de la livre sterling de manière illimitée. Ces trois-là, j'en suis sûr. Le reste, je ne sais pas. Donc, on a la Fed qui est la banque des banques. Enfin, pour moi, c'est la banque numéro un. C'est vraiment celle qui contrôle. Aujourd'hui, les États-Unis, c'est la grande puissance mondiale, donc c'est eux qui contrôlent l'économie mondiale, à peu près. On a la Banque centrale européenne, donc la BCE. On a la Bank of England, la BOE. J'ai fait exprès de vous mettre Fed, BCE, BOE, BOJ, BOC, RBA, RBNZ, et j'ai oublié la Banque de Chine. J'ai oublié. Mais j'ai fait exprès de faire ça parce que vous allez énormément rencontrer ces abréviations sur Twitter ou sur des articles ou enfin voilà. Vous allez énormément rencontrer ces abréviations. Et donc, il faut savoir quand vous voyez ça, ok, bon, vous savez que si vous voyez BOE, vous savez qu'on parle de la Banque d'Angleterre. BOJ, vous savez qu'on parle de la Banque du Japon. L'exercice que je vous demande de faire, c'est d'aller justement sur leur site, trouver leur objectif. Certains, vous allez vous rendre compte que c'est la croissance.
et l'inflation. D'autres, vous allez vous rendre compte que c'est que l'inflation. D'autres, vous allez vous rendre compte que c'est la croissance, l'inflation et le chômage. Mais allez voir leurs objectifs de chacune de ces banques. Surtout si vous comptez négocier ces paires de devises. Surtout. Enfin, ces devises, pardon. Si vous comptez négocier JPY, bah, il faut aller voir c'est quoi cette banque. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette banque? C'est quoi leur objectif? Si vous négociez la Banque du Canada, ben, il faut aller voir. D'ailleurs, la Banque du Canada, elle est très, très intéressante. Elle vous apprend beaucoup de choses. Leur site Internet vous apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Une fois qu'on a vu leur rôle, maintenant, on va voir c'est quoi leurs outils. Donc, on a compris que le médecin, son rôle, c'est de te garder en bonne santé. On a compris que le médecin, son rôle, c'est de vérifier si tout circule bien, la circulation monétaire, si il te diagnostique un peu le cœur, si tout va bien. C'est ça le rôle du médecin, c'est de vraiment de voir que tous tes organes fonctionnent bien. Maintenant, admettons que ça ne fonctionne pas. Admettons qu'il y a un problème dans tes poumons, qui est les taux de chômage. Admettons qu'il y a un problème dans ton cœur, qui est le PIB. Admettons qu'il y a un problème, je sais pas moi, dans ton estomac, qui est l'inflation, ou qui est ton cerveau, le squelette, je sais plus ce que j'ai mis. Mais admettons qu'il y a un problème. Quel outil la Banque centrale va utiliser? Qu'est-ce que le médecin va faire pour guérir cette maladie? Donc, il faut savoir que les banques centrales ont deux outils, deux groupes d'outils. Il y a des outils qu'on appelle non conventionnels et l'autre qu'on appelle conventionnels. Conventionnel, il n'y en a qu'un seul, c'est les taux d'intérêt. Dès la création, ça a été bâti comme ça. La banque centrale a été créée, dès sa création, c'est boum, taux d'intérêt. C'est l'outil par excellence. C'est l'outil numéro un. Ensuite, dans la partie non conventionnelle, tu as deux outils, quantitative easing et l'offer guidance, genre les projections économiques. Ces deux outils-là, on dit qu'ils sont non conventionnels parce qu'ils ont été créés au fur et à mesure du temps. C'est durant la crise, par exemple, de 2008 qu'ils ont créé ce truc-là, le fait d'injecter l'argent magique. C'est genre, par exemple, je vais vous dire des mots que vous connaissez peut-être pas. C'est pour ça qu'il faut aller sur le site de la BCE. Mais par exemple, Teltro, ça a été créé en 2014, je crois, un truc comme ça. Teltro 1, le premier Teltro a été créé en 2014, quelque chose comme ça. Le APP a été créé récemment, au Covid. PEPP, ça a été créé durant Covid. CPI, ça a été créé là, en 2021. C'est ça? Ouais, en 2021, 2022. 2022. Donc, il y a des outils qui sont créés au fur et à mesure du temps pour répondre aux problèmes qu'il y a. Il y a des techniques médicales qui sont créées au fur et à mesure que le monde évolue. Aujourd'hui, la radiographie qu'on a aujourd'hui, c'est pas pareil qu'il y a 50 ans en arrière. Aujourd'hui, les médecins peuvent t'opérer par métaverse. Enfin, pas t'opérer par métaverse, mais regarder ton organisme avec un casque virtuel. Te diagnostiquer, merci, avec un casque virtuel et tout, tralala. Alors qu'avant, non, hein, ils utilisaient leurs yeux. Enfin, voilà, ils essayaient, il fallait qu'ils imaginent. Aujourd'hui, il me semble, j'ai vu une pub, enfin, c'est Facebook qui fait cette pub, que il prend des casques, ça va permettre à l'élève qui est chirurgien de faire une opération dans le métaverse et ensuite de venir la reproduire sur toi. Le monde évolue. Pareil pour les banques centrales, leurs outils, au fur et à mesure, leurs outils non conventionnels vont ou évoluent au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que l'économie change, etc. Mais par contre, on a un outil qui est conventionnel, qui ne bouge pas, c'est les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, ça te permet premièrement de contrôler l'inflation. Le quantitative easing, on va voir ça en dessous aussi, c'est des achats massifs de titres d'État ou d'entreprise, des achats d'obligations. C'est pour ça que le marché obligataire est très important pour nous. Et le forex guidance, tout simplement les projections économiques. On va voir tous ces outils un à un dans le détail. J'espère que jusqu'à présent, ça va bien. Les taux d'intérêt. Donc, les taux d'intérêt, rappelez-vous, là, on est en train de voir les outils du médecin. Je suis malade. Qu'est-ce que le médecin va utiliser comme outils? Est-ce qu'il va me faire une radiographie? Est-ce qu'il va me faire une échographie, un IRM? Merci. Quel médicament va me donner? Est-ce que je veux juste avoir un Doliprane? Ou il va me prélever du sang? Qu'est-ce qu'il va m'injecter du sang? Qu'est-ce qu'il va me faire? Donc, si je suis malade, le médecin peut utiliser cet outil-là qu'on appelle les taux d'intérêt. Donc, les taux d'intérêt d'une banque centrale sont les taux auxquels les banques commerciales peuvent emprunter
auprès de la Banque centrale. Ces taux ont un impact important sur l'économie en général, car ils affectent le coût de l'emprunt et donc la décision des entreprises et des particuliers à investir ou à consommer. Donc, les taux d'intérêt, rappelez-vous, on a dit que la mission première, rappelez-vous hier ou dans la leçon précédente, on a dit que la maladie, le cancer du marché, c'est l'inflation. C'est vraiment la maladie. Wow. C'est cette maladie-là, il faut pas. Et cette maladie-là, incroyable, a un vaccin. Ce virus qui est l'inflation a un vaccin qu'on appelle les taux d'intérêt. Donc, lorsque les taux d'intérêt sont bas, les entreprises et les particuliers peuvent emprunter le plus facilement à moindre coût. Cela peut entraîner une augmentation de la demande de biens et des services, ce qui peut à son tour entraîner une augmentation des prix, donc une augmentation de l'inflation. Donc, lorsqu'on a une inflation qui est élevée, la banque centrale, elle va faire quoi? Elle va mettre le vaccin. Elle va t'injecter le vaccin. Plus l'inflation augmente, plus tu as des doses de hausse de taux d'intérêt. C'est ce qu'on a eu durant 2022, 2021, 2022 jusqu'en 2023 d'ailleurs. Non, 2022, ça a commencé en mars 2022. 2022 jusqu'à aujourd'hui en 2023. À chaque fois qu'on voyait que l'inflation augmentait, le médecin faisait quoi? Allez hop, ok, tu montes une dose, deuxième dose, troisième dose. On est à la septième, on est à la, je sais pas, dixième dose aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tant que l'inflation augmente, j'ai comme mécanisme pour contrer l'inflation, pour contrer ce virus, le vaccin, c'est les taux d'intérêt. Et du coup, si on a des taux d'intérêt qui sont bas, les entreprises et les particuliers commencent à emprunter à moindre coût. À quel moment on a des taux d'intérêt bas? On a des taux d'intérêt très bas durant les phases de crise. Donc, durant une récession, on a des taux d'intérêt qui sont bas. Ils sont tout bas et tout. Donc, tout le monde là peut acheter, peut se financer. Les particuliers peuvent emprunter à moindre coût auprès des banques commerciales. Donc, ça va entraîner une augmentation de la demande. Nous, là, la demande, on a de l'argent maintenant. On a beaucoup d'argent. On a mis de l'argent de côté. L'argent qu'on a de côté, etc. Lorsque on va nous dire, bon, les gars, les prix ont augmenté hein, aujourd'hui, vu que la demande a augmenté, l'iPhone qui coûtait 1300 euros, tout le monde le veut, Apple va les mettre à 1500 euros. Apple va le mettre à 2000 euros. Mais vu que nous, on a emprunté durant la phase de récession et qu'on a beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les 2000 euros parce qu'on va prendre l'argent qu'on a de côté pour acheter l'iPhone à 2000 euros. Et le prix commence à augmenter, commence à augmenter. Comment la Banque centrale va voir ça? Elle va voir ça grâce à l'indicateur économique qu'on a vu qui est IPC. Elle va voir que l'inflation augmente grâce aux données économiques qu'on a vues, PCE. Elle va voir que là, les consommateurs consomment énormément, les prix commencent à augmenter grâce aux indicateurs économiques tels que IPP. Elle va voir que là, franchement, il y a un problème là dans la consommation parce que les ventes au détail sont élevées. C'est pas qu'une fois. Elle va voir ça sur 3 mois, 5 mois, 7 mois, que l'inflation augmente, que l'inflation augmente, augmente, augmente. Et là, il va se dire, non, 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 c'est pas bien là. Ce monsieur, son cœur, il bat beaucoup trop vite. Et si son cœur monte trop vite dans les tours, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner un médicament pour le calmer, qui est la hausse de taux d'intérêt. Deuxième des choses, les taux d'intérêt et la croissance économique. Donc, les taux d'intérêt bas peuvent stimuler la croissance économique en encourageant les investissements et la consommation. Ça, c'est vraiment les bases que vous devez avoir. Après, avec ces bases-là, on pourra jouer avec. J'ai pas trop d'exemples là devant moi, mais admettons si tu sais faire une passe au foot. Euh, c'est la base, hein, prendre la balle, faire la passe et tout. Ça, c'est la base au football. Mais avec le temps, enfin, avec l'expérience et le temps, tu vas te rendre compte que, ah ouais, mais en fait, des fois, je peux faire la passe en arrière comme ça. Des fois, je peux mettre un effet sur ma balle. OK? Donc là, moi, aujourd'hui, mon but, c'est de donner la base. Mais est-ce que c'est un serpent qui se mord la queue vraiment? Ça, c'est la théorie. Mais moi, actuellement, j'ai un petit doute sur le fait que le cycle reprend comme ça. C'est juste un doute que j'ai. Mais si après la hausse de taux qu'on a actuellement, boum, on bascule en récession grave, et qu'après, argent magique, machin, c'est ce que moi, j'ai comme connaissance, bah facile, hein. Ça va être très facile pour moi de savoir comment agir. Mais si c'est pas le cas, là, il faut ajuster.
C'est là qu'on crée l'expérience. Par exemple, la phase de stagflation, euh, même si je l'ai lu et que je vous l'ai dit et que j'ai essayé de le comprendre, mais au final, moi, je m'attendais à inflation directe, récession au départ, parce que c'est ça, hein, on a une inflation qui augmente. Donc, la Banque centrale augmente les taux d'intérêt. L'augmentation des taux d'intérêt a pour but de freiner la demande. Si la demande est freinée, il y a moins de consommation. S'il y a moins de consommation, le PIB est censé chuter. Donc là, on commence à avoir un problème dans le cœur, dans la croissance. Ça tape dans la croissance, ça tape dans la croissance. Et plus les taux augmentent, plus ça tape dans la croissance. Et je m'attendais à voir directement une croissance, bam, dans le négatif et que ça reste dans le négatif, tu vois. Donc, tant que les taux d'intérêt sont élevés, bah, que la croissance reste dans le négatif. Ça, c'est ce que je m'attendais de manière théorique. Mais ce n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Ah, Armand, t'es pas en 1936 quand les gens qui t'ont appris ça ou les livres que tu as lus, c'était des théories en 2010, 2009, en 1942 là-bas. C'est plus le cas aujourd'hui. Pourquoi ça n'a pas été le cas? Parce qu'aujourd'hui, la demande, elle avait trop d'argent. L'inflation, elle a beau augmenter, ça me fait pas mal de payer 10 euros tous les jours pour un petit déjeuner. J'ai une boulangerie en dessous de chez moi, là, c'est incroyable. C'est tellement un piège, hein. En plus, en ce moment, ils ont fait des chouquettes fourrées à la crème, là. Oh là là. Ça me pompe tout mon oseille, tous les matins. Tu vois, parce que la demande, elle a de l'argent. Donc, il n'y a pas eu ce cycle-là, en fait. Il n'y a pas eu ce serpent qui se mord la queue, comme tu dis. Pourquoi? Parce que, nouveau truc, la demande, elle a trop d'argent, donc ça fait pas trop mal. Donc, récession, ça traîne un peu. On aura, mais ça sera tout doux. C'est ce qui se dit, hein, que ça sera tout doux. Voilà par rapport à cette parenthèse. Donc, la croissance économique, les taux d'intérêt le rapport entre les taux d'intérêt et la croissance économique. Les taux d'intérêt bas peuvent stimuler la croissance économique en encourageant les investissements et la consommation. Cependant, les taux d'intérêt trop bas peuvent également entraîner une inflation excessive. Donc, à quel moment on a des taux d'intérêt bas? À quel moment la banque centrale, à quel moment le médecin va décider d'arrêter de vacciner la personne? S'il se rend compte que, en fait, la personne, genre, l'économie est morte, en fait. À quel moment on a besoin de stimuler la croissance économique? Lorsqu'on est en phase de récession. Je te rappelle de hier, c'est la maladie qu'on a vue hier, hein. Récession. Regarde, si je ne t'en rappelle pas, on va revenir dessus. On va revenir dessus, si je ne t'en rappelle pas, hop. On a parlé de ça hier, récession. Phase descendante du cycle économique, elle est caractérisée par la baisse de la production, de l'emploi, des revenus. Les entreprises réduisent leur investissement et licencient des personnes. Récession, si tu ne sais pas c'est quoi, crise économique. PIB en baisse. Donc, si le PIB en baisse, si le PIB va mal, c'est quoi l'outil de la Banque centrale qu'elle peut utiliser? De baisser les taux d'intérêt. Baisser les taux d'intérêt pour encourager les investissements, encourager la consommation. Encourager quoi? Les investissements. Donc, tu comprends pourquoi hier je te disais que, quand on a une récession, mon gars, investis, achète. C'est pas des conseils d'investissement, mais ça peut être le moment le plus propice à acheter. On discute juste de ce que les gens ont fait, hein. Les gens très riches, ils ont fait quoi? Ils ont investi à ce moment-là. Ils ont investi massivement à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on a des taux d'intérêt qui sont bas. Ces taux d'intérêt bas sont là pourquoi? Pour stimuler l'économie, pour augmenter le PIB. Le PIB, tu le vois dans le calendrier économique, hein. Tu sais lire le calendrier économique. La consommation, tu sais lire dans le calendrier économique. Tu sais lire les ventes au détail. Tu sais voir la confiance des consommateurs. Donc, quand on parle de encourager la consommation, c'est qu'en fait, la confiance du consommateur est très, très faible, voire même dans le négatif. Donc, pour que ça puisse revenir dans le positif, on doit baisser les taux d'intérêt. Par contre, des taux d'intérêt, oui, il y a eu des taux d'intérêt négatifs. C'était avant Covid pour la BCE. Donc, c'est pendant les taux d'intérêt trop bas, justement, comme la BCE, ça peut entraîner, ou même pour la BCE plutôt. Donc, c'est pendant les taux d'intérêt, ou le Japon, merci, des taux d'intérêt trop bas peuvent entraîner une inflation excessive. C'est ce qu'on a eu là après. Des inflations à 9% aux États-Unis, 9% au Royaume-Uni, 7% en France ou 6%, en France, dans la zone euro, 7-6%. Une inflation excessive comme ça, c'est pas bon.
c'est le cancer. Ça a un impact, c'est très négatif. C'est très, très négatif pour une économie. Le rapport entre le taux de chômage et le taux de change. Donc, les taux d'intérêt peuvent également affecter le taux de change en influençant le flux de capitaux entre les pays. Et ça nous intéresse. Donc, les taux d'intérêt plus élevés dans un pays peuvent attirer les investisseurs étrangers, ce qui peut entraîner une appréciation de la monnaie locale par rapport aux autres devises. Exemple, dites-moi dans le chat, exemple, rapidement. Je reprends. Des taux d'intérêt plus élevés dans un pays peuvent attirer les investisseurs étrangers, ce qui peut entraîner une appréciation de la monnaie locale, parce qu'on a des taux d'intérêt élevés par rapport aux autres devises. Exemple. Donc, voilà par rapport au taux de change. Donc, lorsque les taux d'intérêt d'un pays augmentent, les obligations de cet État aura tendance à augmenter. On va parler des obligations en dessous. Les obligations de l'État aura tendance à augmenter, donc la devise aura tendance à s'apprécier. Donc, par exemple, le dollar, comme on a dit, s'est apprécié depuis 2022 jusqu'à l'an 2023, il s'apprécie, tout simplement parce que les taux d'intérêt augmentent plus que les autres pays. Le Japon, par exemple, qui augmente pas trop ses taux d'intérêt, donc la devise s'apprécie pas trop. Et donc, USD-JPY, pour ceux qui traitent le Forex, bah, vous allez voir qu'il a explosé et que tant que ça continue comme ça, bah, ça va continuer à monter. Voilà par rapport à ça. Ensuite, un autre outil que la Banque centrale utilise qui est le quantitative easing. Donc, rappelez-vous, quantitative easing, c'est un outil dit non conventionnel. Donc, le quantitative easing est une politique monétaire non conventionnelle mise en place par les banques centrales pour stimuler l'économie en période de crise. Concrètement, il s'agit d'acheter massivement des actifs financiers sur les marchés afin d'injecter de la liquidité dans le système financier. Il s'agit d'acheter massivement des actifs financiers. C'est pour ça qu'on va parler d'obligations, parce que souvent, c'est ce qu'on achète. Cette politique vise à réduire les taux directeurs à long terme, ce qui encourage l'investissement et la consommation. Donc, pour reprendre encore, le taux d'intérêt et le taux de change. Donc, le taux d'intérêt peuvent également affecter le taux de change en influençant le flux de capitaux entre les pays. Les taux d'intérêt plus élevés dans un pays peuvent attirer les investisseurs étrangers, ce qui peut entraîner une appréciation de la monnaie, comme je l'ai dit, avec le dollar. Et du coup, lorsqu'on négocie le Forex, donc on ne va pas négocier une seule devise, hein, d'accord, mais on va négocier une paire de devises, par exemple euro-USD. Donc pour nous, il est important de comparer les taux directeurs de deux pays, les taux d'intérêt de deux pays, par exemple euro vis USD. Si les taux d'intérêt américains sont élevés par rapport à l'Europe, c'est là qu'on aura tendance à faire quoi? Ben, à vendre euro-USD. Et ça, c'est des choses qu'on verra ça dans les prochaines leçons. À l'inverse du quantitative easing, donc le resserrement quantitatif. Le resserrement quantitatif ou quantitative tightening, vous m'entendrez dire ça, ou QT, vous allez beaucoup voir ça aussi. Si vous voyez QT quand on parle de politique monétaire et que vous entendez juste quelqu'un dire QT, pensez au resserrement quantitatif en français. C'est une politique monétaire mise en place par les banques centrales pour réduire la quantité de liquidités en circulation dans l'économie. Donc, pendant qu'on avait une certaine maladie, on a injecté des liquidités, on a fait du quantitative easing, donc on a facilité les emprunts. On a eu des politiques budgétaires de relance. C'est là que Macron a, par exemple, donné de l'argent pour les entreprises, a dit à tous les étudiants, venez chercher tous 100 balles, a dit aux ménages, venez chercher tous 200 euros pour le carburant chaque année. Ça, c'est des politiques de relance. On a relancé l'économie, on a fait du quantitative easing, on a mis de l'argent dans l'économie, on a investi dans des sociétés. Tout ça, c'était pour créer la croissance, baisser le chômage. Une fois qu'on a créé beaucoup trop de croissance et que ça devient irrespirable, ça devient incontrôlable, que l'inflation devient incontrôlable, on va faire une politique monétaire inverse, qui est le quantitative tightening. Le quantitative tightening, donc resserrement quantitatif, est utilisé lorsque l'économie est en phase de surchauffe. C'est utilisé lorsque l'inflation est beaucoup trop élevée. Là, par contre, c'est la fin il a dit quoi, Monsieur Macron? C'est la fin des 30 glorieuses. Je crois qu'il a dit un truc comme ça. C'est la fin de l'argent magique. C'est ça le resserrement quantitatif. C'est là qu'il va commencer à mettre en place les politiques, des politiques, enfin, Monsieur Macron, par exemple.
il va commencer à mettre en place des politiques d'austérité. 49.3 et tout ce qui s'en suit. C'est exactement ça. Ouais, la fin de l'abondance, c'est ce qu'il avait dit. Donc, c'est à ce moment-là que nous, on voit le resserrement quantitatif. Donc, mise en place par les banques centrales pour réduire la quantité de liquidité en circulation de l'économie. Contrairement à l'assouplissement quantitatif qui consiste à injecter de la liquidité dans l'économie, le resserrement quantitatif vise à retirer ces liquidités pour freiner l'inflation et freiner aussi la croissance économique en vrai de vrai. Ça a comme impact de freiner la croissance économique. Donc, le resserrement quantitatif peut prendre différentes formes telles que l'augmentation des taux d'intérêt ou les ventes d'actifs financiers, donc vente d'obligations. Cette politique peut avoir des effets importants sur l'économie, notamment sur les taux d'intérêt, l'inflation, la croissance économique. Donc, si on revient à notre histoire du corps humain, on a une inflation qui est beaucoup trop élevée. Comment on sait qu'on a une inflation qui est beaucoup trop élevée? On a IPC qui est élevé. Donc, ça, c'est sur notre calendrier économique. On a IPC qui est élevé. On a PCE qui est élevé. On a des IPP qui font que monter. On a des ventes au détail qui ont explosé. On se rend compte que les prix, en fait, augmentent. Donc, on sait que quand les prix augmentent à ce point, quand ces indicateurs économiques sont extrêmement élevés à ce point, c'est qu'en fait, la maladie, là, c'est l'inflation. Et c'est la pire de toutes les maladies. Comment on combat cette maladie-là? Premièrement, on va augmenter les taux d'intérêt. L'augmentation des taux d'intérêt pardon. L'augmentation des taux d'intérêt aura comme impact la hausse de la devise. Et en plus de ça, cette devise va être encore plus accélérée parce qu'en fait, il y en aura moins sur le marché. Pourquoi? Parce que la Banque centrale va faire quoi? Elle va réduire la quantité de liquidité. Elle va réduire la quantité d'argent injecté. D'accord? Elle va réduire la quantité d'argent injecté dans l'économie. D'où le fait qu'on aura du coup un dollar extrêmement fort. D'où le fait que pour ceux qui n'étaient pas dans les déserts vides, malheureusement, vous avez subi la baisse des crypto-monnaies de Bitcoin de 64K à 10K. Et ceux qui étaient dans un YDI, bah, vous savez que c'était normal. Donc, si tu as des compréhensions macroéconomiques, tu n'es pas étonné. Et le quantitative easing, en fait, donc, pardon, le resserrement quantitatif, donc quantitative tightening, a ça comme impact, hein, donc la devise qui augmente, mais aussi un autre impact, c'est que quand il y a moins de liquidité sur le marché, les, les investissements sont moindres. Okay, les investissements sont moindres. On investit moins. La Banque centrale nous donne moins de liquidité. L'État, M. Macron, nous donne moins d'argent. Donc, s'il nous donne moins d'aide, on va moins investir. On ne va pas ouvrir une deuxième entreprise. J'ai pas trop d'aide. D'ailleurs, je vais demander à la banque de l'argent, il me dit non. Donc, je peux pas faire des investissements là, je peux pas grandir. Au contraire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vouloir virer des gens pour trouver de la liquidité pour pouvoir ouvrir mon deuxième restaurant. OK? Et ça aussi comme impact, ben, en fait, comme j'ai dit, la baisse de certains actifs, le resserrement quantitatif a comme impact aussi la baisse euh, des obligations. Attention, pas des rendements obligataires pour ceux qui sont avec moi, mais des obligations. Des obligations, c'est deux choses différentes. Rendement et obligation, c'est deux choses. Hein. Rendement obligataire et obligation, c'est deux choses différentes. Donc, aura comme impact la baisse des obligations. Ça aura comme impact la baisse des indices, la baisse des actions. Ça a comme impact la hausse de la devise. Et en fin de compte, et dernier gros impact qu'on a ici, la baisse des obligations cause certaines crises de solvabilité. Ça crée certaines euh, ça crée SVB en fait. Ça crée une crise de liquidité. Ça crée un manque de liquidité pour les entreprises. Ça crée un manque de liquidité pour certaines banques. Ça crée un manque de liquidité pour certaines sociétés qui sont énormément liées et attachées à ça. Et si ces sociétés-là ont des crises de liquidité, ça peut finir en crise de solvabilité. Et si on finit en crise de solvabilité, ça peut finir en risque systémique. Ça peut créer des grosses faillites et même un problème du système. En fait, rappelez-vous de ce que je vous disais durant la première leçon. Ce monde, quand je parlais du cœur et du PIB, le monde dans lequel on vit actuellement, c'est un monde d'argent, un monde capitaliste,
un monde qui a besoin de liquidité. Donc, lorsqu'on a un manque de liquidité, ça crée un problème dans le système. C'est pour ça qu'on parle de risque systémique, crise systémique. Pourquoi on a eu ce risque systémique, cette crise de que tous les systèmes s'effondrent? Parce qu'en fait, la Fed a enlevé de la liquidité. Pourquoi on peut exact. Pourquoi aujourd'hui une personne, un être humain, peut mourir d'un coup? Il suffit de lui couper quelques veines, paf, il se vide de son sang, il va mourir. Et la liquidité, c'était comme si c'était le sang dans un corps humain. Ça permet à ce que tout fonctionne tout bien. La liquidité, c'est comme si c'était l'huile moteur. Sans l'huile moteur, il me semble que vos voitures ne fonctionnent pas correctement, que le système de votre voiture, ça ne fonctionne pas. Donc, la liquidité, c'est un élément très important dans l'économie, dans la finance. Quand ça va mal, on va injecter les liquidités. Quand ça monte beaucoup trop, on va retirer de les liquidités, mais pas abuser non plus. Parce que si on retire beaucoup trop de liquidités, ça va créer un problème de liquidité. Certaines banques n'auront plus d'argent. S'ils n'ont plus d'argent, bah, du coup, ils sont plus solvables. Ils ne peuvent plus payer ce qu'ils doivent payer, leurs charges, leurs dettes et tout machin. S'ils ne peuvent plus payer ça, donc crise de solvabilité, ça peut nous emmener même, donc s'il y en a une crise de solvabilité, une banque qui s'effondre, imagine-toi BNP Paribas s'effondre, mais BNP Paribas, elle a des partenaires. Elle a Air France comme partenaire, elle a je ne sais pas qui comme partenaire, elle a Amazon comme partenaire, elle a, je ne sais pas, des sociétés françaises comme partenaires. Et si elle s'effondre, bah, tous ses partenaires vont s'effondrer. Tout ça parce qu'elle a manqué de la liquidité. Ça, c'est une partie qui est importante à avoir dans vos têtes. Si vous tradez, arrêtez de mettre le gilet jaune si vous, si vous voyez resserrement quantitatif. Ouais, ça y est, crise de sol. Non, mettez pas le gilet jaune. Il faut attendre des symptômes. D'accord? Il faut voir les symptômes. Les symptômes, ça va être quoi? Ça va être des taux d'intérêt qui augmentent. Ça va être sur Twitter, du coup. Là, ça va se passer que sur Twitter. Ça va être certains articles, certaines personnes qui vont vous alerter. Il y a certains Twitter que je vais vous donner. Ils servent souvent à vous alerter. Okay, et même vous-même, vous allez le ressentir que, ah, franchement, là, il y a la Fed, elle enlève trop d'argent. On va aller aussi sur le site de la Fed et la BCE. Je vais vous demander d'aller sur le site de la Fed, par exemple. Sur le site de la Fed, vous allez voir que leur courbe de leur balance sheet, de leur balance, de tous leurs actifs va baisser. Et si la courbe de leur actif baisse beaucoup trop, sur Twitter, vous allez déjà avoir des news qui vous disent qui vous font des beaux articles sur ça, que regardez, là, la Fed baisse énormément d'argent. Donc, ces signes-là vont vous faire dire que, attention, bientôt, hein, les banques les plus fragiles ou les sociétés les plus fragiles peuvent souffrir de ce manque de liquidité. Et si on a un qui tombe, deux qui tombent, là, tu as le signe que, OK, il y en a deux qui tombent, attention maintenant la contamination. Si ça commence à se contaminer, il commence à avoir des effets par-ci, par-là, attention la crise de solvabilité pour toutes ces banques. Elles tombent en solvabilité, bon, quel impact, quel impact peuvent avoir ces banques-là? Parce qu'elles ont à quel point elles sont grandes, ces banques? Est-ce qu'elles sont énormément grandes ou est-ce que ça va, c'est des petites banques? Si c'est des petites banques, bon, ça peut passer rapidement. Mais si c'est des grosses banques ou des choses qui sont vraiment très solides, très grandes, attention. Est-ce que ça pourra pas créer un risque systémique? Et là, à ce moment-là, Twitter va être ton meilleur ami. Sans pour autant avoir un gilet jaune, c'est la crise, c'est la fin du monde, lorsque tu investis et que tu trades. Ou que tu trades. Mais sinon, si tu écoutes juste l'économie pour t'informer, pour savoir ce qui se passe, euh, ça, tu peux mettre ton gilet jaune. C'est pas dérangeant. Donc voilà par rapport à cette partie. On va continuer la suite sur le prochain cours. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.